via les ondes hertziennes, qui nous rejoint en visio. Bonjour Stéphane. Bonjour Euh, Antoine, bonjour Marion. bon, c'est une journée spéciale aujourd'hui parce que TPI, l'événement, bien sûr, hein, on en reparle, c'est l'événement quand même de référence pour la gestion de votre patrimoine. Et autant dire que la gestion de votre patrimoine en ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses en préparation, il y a beaucoup de déclarations d'intention dont on sait qu'a priori ça ne passera pas les fourches codines du Parlement, du Sénat, même des commissions paritaires. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de raisons d'être prudent concernant son patrimoine en ce moment. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, et là je fais appel vraiment à votre sentiment vis-à-vis de la clientèle notamment, est-ce qu'on peut dire que pour l'instant, on étudie ce qui se passe, on fait le point, mais on met en veille toutes les décisions d'investissement. Marion Chapelle-Massot, peut-être pour commencer. Ben oui, je crois que la créativité fiscale actuelle, la crainte d'une bulle financière, un contexte du marché immobilier complètement grippé, crée un attentisme général. La politique étant des investisseurs et de nos clients chez Decarion, c'est attendre et voir avant d'arbitrer, quitte à risquer de payer la note si, évidemment, les différentes mesures fiscales passent, bien sûr, Ouais. à suivre sur ce plan-là. Voilà, donc et c'est vrai qu'on constate que globalement, l'attentisme est général et qu'il y a une forme d'hypnose collective en ce moment chez nos clients. Voilà. Bon, ce qu'on peut dire, Stéphane Von Huffel, vous êtes avec nous, on sentait dès la rentrée, et ça c'était, on l'avait vu avec Gaël Slimane d'Odoxa qui était sur le baromètre des investisseurs, on sentait dès cette rentrée que premièrement il y avait cette prudence des investisseurs, avec même un état d'esprit qui consistait à dire, franchement, tant que les sous sont à l'abri, il n'y a pas de problème, même le rendement je m'en fiche. Est-ce que vous sentez qu'en fin d'année, ce sentiment est en train de prendre corps encore un peu plus ? C'est évident, mon cher Antoine. D'abord, c'est un mouvement qui est très français. Je le rappelle, hein, les Français sont quand même les plus grands épargnants d'Europe et parmi les plus grands épargnants du monde en volume, même quand tout va bien et même quand l'économie est en plein boom. Donc évidemment, lorsqu'il y a un peu de sclérose et que surtout il y a cette menace fiscale, une instabilité où on sait que, pardonnez-moi le terme, la cuenta va tomber sur quelqu'un, voire sur tout le monde, les Français évidemment se mettent en position d'attente. Ça avait commencé cet été. Et là où je vais même un tout petit peu plus loin que ce que disait Marion sur la notion d'attentisme, c'est de préciser juste que attendre, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire qu'en général, quand on attend, on met ses liquidités et ses fonds sur ce que vous disiez, une épargne sans risque et donc sans rendement. Et sans risque, sans rendement veut dire donc sans productivité et sans utilité pour l'économie française. Donc il y a quelque part une notion de serpent qui se mord un peu la queue. Et on le voit, on l'a vu dans les collectes fonds euros, les livrets réglementés et évidemment mon grand ami l'actif aurifère, physique, j'entends, pas forcément les mines qui ont une utilité économique. Et donc on voit bien que les Français, ils attendent pas tant que ça, ils mettent de côté et ils placent de côté. Et ils ne font plus rien à partir du moment où ils ont finalement sclérosé leur outil de performance et c'est dommage. Marion, il y a aussi une chose, et je le répète, depuis septembre, depuis la rentrée, on parle d'or très souvent. C'est quelque chose qui revient très souvent. Et un autre mot qui revient tout le temps, c'est Luxembourg. Est-ce qu'on en est arrivé à un moment où, alors il y a l'assurance vie luxembourgeoise, mais enfin là on est sur un produit financier très spécifique, est-ce qu'on en arrive à un moment où vous sentez chez vos clients l'envie de mettre les sous ailleurs, à l'abri ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est dans des hypothèses de travail sur le patrimoine, là, en ce moment ? Je crois que je ne fais pas un rendez-vous sans qu'on me pose la question de l'intérêt du Luxembourg, parce que tout le monde en entend quand même malgré tout parler. Dès que vous avez un peu d'argent, vous vous posez la question. Des garanties qu'il propose, et donc évidemment des seuils minimums autour de 250 000 euros, on le dit, donc ça touche malgré tout une clientèle qui a au moins 250 000 euros de liquidité.
Et c'est au-delà du savoir-faire financier qui est pour nous aussi professionnel, une notion qui est très importante au Luxembourg et qu'on allait chercher historiquement depuis des années quand tout allait bien. Donc effectivement, le Luxembourg est une question, mais pas que. On observe aussi beaucoup de questions autour de l'exil fiscal. Disons le mot. Parce que c'est vrai que je l'évite depuis septembre pour éviter l'hystérie, mais disons le mot. Il faut en parler. L'exil fiscal. Ah oui, l'exil fiscal. On me pose souvent la question à savoir, est-ce que si je commence à mettre mon épargne au Luxembourg, ça pourrait faciliter un décalage de ma résidence fiscale dans un autre pays qui serait peut-être étudié ou qui me plairait et qui serait beaucoup moins frappé par la fiscalité. Alors, on le sait, il y a quand même quelques contraintes réglementaires à ce niveau-là. Certains articles de loi qui sont très vigilants sur ce genre d'opération. Bien sûr, c'est pas facile, c'est pas donné. Et puis surtout, il faut qu'il y ait une stratégie derrière. Absolument. Là, c'est l'article 4B du Code général des impôts en France qui régit la notion et la définition de résidence fiscale. Et donc, cet article est malgré tout, par son 3e point, tentaculaire, puisque si votre foyer fiscal est hors de France, ce qui est relativement facile à organiser, si vous travaillez à l'étranger, pourquoi pas, mais que vous avez vos intérêts ou le poids de vos intérêts économiques en France, vous pourriez être toujours considéré comme résident fiscal français. Et donc, l'objectif n'est pas atteint. Donc, encore une fois, en exil fiscal, ça s'organise. Cela étant, ça n'a jamais été autant d'actualité. Les clients posent des questions, s'organisent et se disent, si je commence à placer mon argent à l'étranger plutôt qu'en France, je vais peut-être minimiser le poids de mon intérêt fiscal, de mon intérêt économique futur pour m'expatrier à terme. C'est quand même un sacré changement de paradigme parce que là, on est vraiment au-delà de la prudence. Stéphane Van Huffel, chez vos clients, chez les gens, les professionnels à qui vous parlez quotidiennement, ce mot d'exil fiscal, est-ce que ça perd son caractère tabou finalement ? Alors, dans l'environnement de la gestion de patrimoine, et Marion, je pense, ira dans mon sens, ça n'a jamais été tabou parce que ça a toujours été des questions qui se sont posées à certains moments. Moi, je fais ce métier depuis un peu plus de 20 ans, donc il y a déjà eu 2-3 périodes où, pour des raisons diverses et variées, il s'était posé cette question d'exil fiscal. Et puis, il y a eu des dossiers, des très beaux dossiers d'entrepreneurs et d'industriels français qui sont partis pour des questions fiscales. Et autres d'ailleurs, pas que fiscales, mais donc évidemment il se pose, Antoine, parce que là vous avez bien remarqué que depuis 3 mois où s'est accélérée cette discussion sur le budget, on pointe du doigt évidemment un décile de la population française qui sont susceptibles évidemment de passer à la caisse une fois de supplémentaire, mais qui ont largement les moyens de s'exiler, les moyens financiers d'abord et puis les moyens juridiques et fiscaux pour ne pas faire d'erreur et ne pas être attrapé par la patrouille. Et je profite justement de cette notion-là, parce que ce qui est tabou pour moi, et je veux pas que ce soit caricatural, parce que c'est vraiment un élément que je défends, ce sont ces Français, on va dire CSP, CSP+, chefs d'entreprise, profession libérale, cadres, des gens qui gagnent bien leur vie, des gens qui sont parfois même soumis à la contribution supplémentaire fiscale, des gens qui gagnent plus de 200 000 euros par an, des gens qui ont 250 000 euros à mettre dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Ces gens-là, malheureusement, n'ont pas du tout les moyens de s'exiler fiscalement. Et eux, ils sont dans la cible. Donc moi, c'est plutôt ma clientèle, et c'est celle que je trouve la plus inquiétée actuellement, celle qui est la plus chamboulée par ce qui se passe, parce qu'ils savent que eux, la menace de l'exil fiscal, ils peuvent pas la montrer pour se protéger, et ils savent qu'au final, ça va leur retomber dessus. J'ai envie de vous dire que c'est plus ce gros noyau de contribuables, faut pas oublier que c'est le gros noyau des contribuables, c'est le gros noyau des consommateurs territoriaux en France. Eux, finalement, ils n'ont pas trop le choix, et c'est chez eux que moi je vois la plus grande inquiétude, mon cher Antoine. Bon, non, mais c'est intéressant parce qu'on a